Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là pour ce dimanche de Soria Hurriya, où il sera question du Hezbollah. Cela fait pas mal de temps que j'avais envie d'inviter Joseph Daher pour nous parler de son livre qui était paru d'abord en anglais sous le titre Political Economy of Lebanon's Party of God. Mais j'ai préféré qu'on attende la parution du livre en français, qui est paru sous un autre titre, un fondamentalisme religieux à l'épreuve du néolibéralisme. Joseph Daher est d'origine syrienne alépine, c'est vrai, et il a fait des études en Suisse, obtenu un doctorat en études de développement à l'école des langues orientales et africaines de l'Université de Londres et un doctorat en sciences politiques à l'Université de Lausanne où il enseigne. Son livre, je crois, est important. Bien sûr, ça nous importe, nous, Syriens, notamment en raison de l'intervention du Hezbollah en Syrie aux côtés du régime syrien. Surtout que cette intervention n'a pas peu contribué à aligner beaucoup de monde dans le monde arabe et dans certains milieux de la gauche mondiale, dans certains milieux dits anti-impérialistes, contre le soulèvement syrien. Du moment où le Hezbollah, réputé anti-impérialiste, anti-sioniste, etc., était du côté du régime syrien. Donc, c'est que le soulèvement était, et les soulevés étaient des agents de cet impérialisme et du sionisme, etc. Et en plus de cela, ce qui nous importe, c'est que cela se passe à côté, au Liban. Et rien de ce qui se passe au Liban n'est étranger à la Syrie. Donc, le livre de Joseph parle de l'histoire du Hezbollah depuis ses origines, comment il s'est constitué, comment il a éliminé la résistance du mouvement national au Sud-Liban, comment il a assuré une prédominance absolue au sein de la communauté chiite libanaise, et quel est son rôle aujourd'hui dans la stratégie régionale de l'Iran. Voilà, donc il s'agit de cela, et Joseph aura 30 minutes à 40 minutes pour nous faire son exposé, à la suite de quoi vous aurez le temps de lui poser des questions ou d'intervenir, de courtes interventions pour qu'on puisse avoir le plus d'opinions possible dans la salle. Voilà, allons ça. Tout d'abord, je voudrais remercier Faro et toute l'équipe de Soria Hurriya pour m'avoir invité pour leur travail quotidien de soutien au processus révolutionnaire syrien qui continue malgré tout, malgré les difficultés et autres. Et bravo pour le travail quotidien. Et vraiment, c'est un plaisir d'être là, comme je vous suis régulièrement à travers des vidéos, etc. Donc, et merci à vous. Toutes et tous d'être là dans un dimanche ensoleillé pour vous enfermer dans une salle. Donc j'espère qu'on pourra passer le meilleur moment possible et avoir un échange des plus intéressants. Donc sur la question du Hezbollah, je vais essayer de parler pas plus que 30 ou 40 minutes. Revenir sur les origines, le développement du Hezbollah et également ce qui fait, je pense, une des particularités du livre, c'est la politique économique aussi du Hezbollah et comprendre le Hezbollah au niveau régional et international et au sein de la société libanaise, bien sûr. La littérature sur le Hezbollah, comme vous le savez, est énorme. Donc pourquoi écrire un nouveau livre sur le Hezbollah ? Mon approche, je pense, est différente dans le cas des approches matérialistes, c'est-à-dire qui ne se concentrent pas simplement sur dire Hezbollah lutte contre Israël, comme Faro a expliqué, dès lors c'est un parti anti-impérialiste, progressiste, ou c'est une forme de théologie de la libération islamique, comme on a pu le voir en Amérique du Sud avec la théologie de la libération chrétienne. Ou bien c'était un discours
qui se concentrait sur son discours idéologique, mais complètement en mettant de côté les dynamiques politiques, socio-économiques qui se déroulent dans la région et au Liban. Et dès lors, ça ne permettait pas de comprendre les évolutions du Hezbollah. Dans ce cadre-là, moi, mon but, c'était de faire une approche holistique du Hezbollah, de comprendre dans sa globalité, dans son contexte socio-économique et politique, pour expliquer le mouvement, mais pour aussi, si on veut véritablement, je pense, s'opposer à ce mouvement, avoir une lecture analytique globale et l'attaquer sur ses contradictions. Donc ça, c'était un peu des buts. C'était un livre qui entremêle des raisons personnelles, politiques et académiques. Quand j'ai commencé à travailler sur Hezbollah, c'était avant la révolution syrienne. Il faut se rappeler, en 2010, c'était Hezbollah, vous critiquez Hezbollah dans le monde arabe, Moyen-Afrique du Nord, c'était horrible. C'était vraiment, après 2006, c'était compliqué. Et même, comme disait Farouk, dans certains milieux de gauche, moi je me rappelle quand je suis arrivé à Londres pour faire mon doctorat, me disait surtout ne critique pas Hezbollah, ils sont anti-impérialistes, etc. Ben, j'ai dit allez vivre avec eux, si vous les aimez autant. Mais donc voilà, ça venait de toutes ces raisons, ma volonté de pousser l'analyse sur Hezbollah, qui je pensais à l'époque avec quelques membres. Et en même temps s'opposer à une approche que j'appelle orientaliste, ça veut dire qui s'inscrit dans une approche, on voit la région à travers l'ethnie ou la confession des gens, et qui limitait Hezbollah en disant c'est simplement un parti d'extrémistes, terroristes, mais sans comprendre le mouvement et comprendre comment il peut mobiliser des centaines de milliers de personnes dans les rues. Parce que quand on dit simplement c'est un parti terroriste, un parti extrémiste, etc., on ne comprend pas, on ne peut pas s'y opposer de cette manière. Et ça, c'est une approche en plus qui attaquait le Hezbollah sur des perspectives, comme j'ai dit, orientalistes, de manière coloniale, qui voyait la région sous le prisme de l'exceptionnalité, entre guillemets, arabe et ou musulmane. Ces peuples de la région ne sont pas prêts pour la démocratie, etc. C'est un discours qui a été remis en cause un petit moment avec les soulèvements populaires, mais qui revient très fort aujourd'hui. Il faut un homme fort pour contrôler ces régions. Et de l'autre côté aussi un orientalisme inversé, qui disait Hezbollah représente le langage populaire de la région. C'est-à-dire, si vous ne parlez pas, vous ne vous exprimez pas à travers un discours politique, entre guillemets, islamique, ou comme ça, vous êtes extérieur à la région. Et cet orientalisme inversé, on le trouve dans un certain nombre de discours, qui soient autant chez une certaine gauche, anti-impérialisme inversé, ou bien des courants libéraux, etc. Donc ça, c'est un peu la méthodologie dans laquelle j'ai travaillé sur le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est la rencontre de différents éléments, sa naissance au milieu des années 80. C'est tout d'abord la montée, dans les années 70, d'un mouvement identitaire chiite, qui se base sur le mouvement Amal, Moussa Sadr, mais aussi la montée de différents, clergés religieux chiites, Fadlallah et d'autres. Ça, c'est le premier élément. Donc, il y a une montée d'une identité, d'un mouvement qui s'affirme sur une identité chiite. Parce qu'il faut bien se replacer, c'est ce que j'explique dans le livre, jusqu'en, début des années 70, la majorité des chiites du Liban qui se trouvaient dans ce qu'on appelle la périphérie du Liban. Ça veut dire dans le sud et la Bekaa, jusqu'au début des années 60, 10% simplement des chiites sont dans des villes. Après l'indépendance. Après, à partir des années 60, ça change. Il y a une immigration vers les villes et comme vers des pays étrangers. Et au niveau des années 60-70, vous avez l'arrivée de plus en plus d'une classe émergente bourgeoise chiite à l'étranger, à l'intérieur du Liban, et d'une classe professionnelle libérale chiite. Et c'est ce que va représenter Moussa Sadr au début. C'est ça. Et souvent, Moussa Sadr, j'en parlais encore ce matin avec un camarade, est perçu comme c'était dans les élans de la gauche. Au contraire, Moussa Sadr, c'était au début aussi un moyen de s'opposer à la gauche et aux partis dits nationalistes, etc. D'ailleurs, il est aidé au début par une partie de la bourgeoisie maronite, la fraction de la bourgeoisie maronite libanaise et des services de sécurité à ce niveau-là. Donc ça, c'est d'abord un des premiers éléments. Hezbollah s'inscrit dans cette histoire. Le deuxième élément, c'est bien sûr l'exportation de la volonté de la révolution islamique après la mise en place de la République islamique en Iran. Révolution populaire, mais un secteur du soulèvement populaire prend le dessus et instaure la République islamique d'Iran, sa fraction la plus, disons, réactionnaire, le khoménisme. Et là, c'est la période de l'exportation de la révolution islamique et son modèle le meilleur succès
de l'exportation de la révolution islamique, c'est bien le Hezbollah, à tout niveau. Il y a eu des tentatives dans le reste de la région, mais c'est vraiment le Hezbollah qui reste jusqu'à aujourd'hui dans une perspective khoméniste. Jusqu'à aujourd'hui, Hezbollah n'est pas simplement lié politiquement, financièrement, économiquement au Hezbollah, mais également idéologiquement. Pour être membre du Hezbollah, vous devez suivre le Wilayat Faqih, donc la théorie du jurisconsulte. Si vous avez, par exemple, ceux du Hezbollah qui suivaient d'autres chefs religieux comme Fadlallah, qui étaient très connus au Liban et très appréciés, vous n'aviez pas le droit d'être un cadre du Hezbollah. Donc jusqu'à aujourd'hui, ce lien est très présent. Et ça, c'est le deuxième élément fondamental, c'est l'exportation de la révolution islamique iranienne au Liban. Et ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait pas une pratique religieuse chiite au Liban, mais il y a une différence fondamentale quand vous avez des pratiques qui sont importées directement de l'Iran et une imagerie qui est importée directement de l'Iran avec les portraits de Khomeini, etc., que vous trouvez jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs dans différentes régions et de Khamenei au Liban. Ça, c'est le deuxième élément. Et bien sûr, le troisième élément fondamental, c'est l'occupation israélienne du Liban, l'occupation du Sud, etc. Donc ça, c'est les trois éléments fondamentaux. Dans les années 80, le Hezbollah est un mouvement qui va se développer avec un soutien très important, d'abord de l'Iran en priorité, à ce moment-là, en fait, avec des mouvements contradictoires de la part de la Syrie, entre soutien et répression. Il ne faut pas oublier, en 87, il y a un massacre qui est commis par les forces syriennes contre un camp du Hezbollah. Donc il y avait une forme de compétition, et la Syrie était beaucoup plus de Assad, de soutien Harakat Amal, mouvement Amal, qui d'ailleurs, ces contradictions se sont vues dans la guerre des camps, lorsque la Syrie a soutenu Amal contre les Palestiniens, et Hezbollah était plutôt du côté des Palestiniens à l'époque, sans être engagé de force, mais soutenait plutôt les Palestiniens. Ça reste à ce moment-là encore un mouvement qui se développe, certes, et qui va se rentrer en contradiction avec Amal, qui va prendre le dessus sur Beyrouth, une partie du sud, même si ça reste quand même le précaré encore jusqu'à aujourd'hui en partie de Amal, mais qui va se développer, pas simplement depuis la Beka, mais Dahieh, c'est les grosses guerres avec Amal fin des années 80, et il va devenir, à travers les années 90 et 2000 jusqu'à aujourd'hui, il va avoir une hégémonie, on peut le dire aujourd'hui, sur la communauté chiite libanaise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres voix au sein de la communauté chiite libanaise qui s'expriment, mais elle est hégémonique, la voix de Hezbollah. Et c'est quelque chose qui a été acquis aussi à travers la guerre civile par la fin déjà des pouvoirs des féodaux, qui étaient déjà remis en cause des féodaux chiites, qui dominaient, entre guillemets, la population chiite jusqu'au début de la guerre civile. Ça avait été remis en cause par Saddam, mais la guerre civile va complètement les remettre en cause. Et le deuxième élément, c'est vraiment cette hégémonie qui va se faire à travers à la fois les armes et les consentements. Et aussi, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que, ce que j'ai oublié de dire auparavant, c'est que jusqu'en 75-76, la majorité des classes populaires chiites composent les partis nationalistes et de gauche. Ils étaient très fortement présents dans les partis de gauche et nationalistes. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Hezbollah, durant les années 80, milieu des années 80, va attaquer les mouvements de gauche, comme a dit Farou, et le mouvement national libanais, qui était en grande partie constitué de chiites aussi, mais surtout des intellectuels marxistes très fameux, comme Mehdi Amel, Mloué, qui ne sont pas tués simplement parce que c'est marxiste, ils sont tués parce que c'est des intellectuels bien sûr marxistes, mais chiites, qui avaient une capacité de recruter un certain nombre de classes populaires chiites, et ce n'est pas pour rien qu'ils vont viser ces gens. Mehdi Amel, ça c'est aussi quelque chose que je fais beaucoup dans le livre, c'est que je cite beaucoup le livre qui est pour moi une référence jusqu'à aujourd'hui pour comprendre le Liban, Fiddaw al-Ta'ifiyya, dans l'état confessionnel, le livre de Mehdi Amel, où je pense qu'il a poussé au plus loin sa réflexion sur l'état confessionnel. C'est un livre il y a eu une traduction française d'ailleurs il y a quelques dizaines d'années, mais c'est un livre référence, je pense, jusqu'à aujourd'hui, et qui m'a beaucoup aidé aussi pour comprendre l'évolution du Hezbollah. Et là, c'est là où je rentre dans la deuxième partie, si vous voulez, dans les années 90-2000. C'est autant avant, Hezbollah refusait le système libanais, le système confessionnel libanais, mais pas pour une alternative progressiste, c'était pour affirmer une république islamique. Jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il dit,
nous n'allons pas imposer par la force une république islamique. Ils ne peuvent pas, parce que même une grande partie des chiites ne veulent pas forcément vivre dans une république islamique, mais ils font tout en sorte pour empêcher un changement du système confessionnel. Aujourd'hui, le Hezbollah est devenu un acteur à part entière de défense, comme le reste de l'élite politique bourgeoise et confessionnelle du système politique libanais. C'est un acteur prépondérant et qui veut la défense de cet État confessionnel parce que c'est un État qui protège l'élite politique libanaise. Et ça, c'est ce que je vais montrer, c'est qu'il y a une intégration à partir de 90, 2000, etc., qui est due à plusieurs raisons. Une des raisons, c'est aussi, vous avez la mort de Khomeini à la fin des années 80, et c'est la fin de la politique d'exportation de la révolution islamique. Et c'est plutôt une volonté d'avoir des bonnes relations avec ces États régionaux, même l'Arabie Saoudite à cette époque-là. Maintenant, on oublie parce qu'il y a des tensions très fortes, mais des volontés d'avoir plutôt des bonnes relations. Et la fin également. Donc, ouverture aussi à ce niveau-là. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est de voir, et là, je montre qu'il y a une évolution aussi au sein de la population chiite libanaise. Ce ne sont plus les populations les plus marginalisées du Liban, ou les régions dans lesquelles ils vivent. Alors, quand je dis ça, au sein de toutes les populations, de toutes les communautés, pardon, au sein du Liban, vous avez des différences de classe énormes. D'accord ? Et le principal problème, que je dis aussi dans le livre, c'était d'avoir adopté une certaine partie de la gauche dans les années 70 et 80, le concept de communauté-classe. Aussi qui a perduré chez certains. Le Hezbollah représente les chiites qui sont les pauvres. Non. Ce n'était pas le cas avant 70, c'était une majorité, mais ce n'était pas de cette manière. Et là, à partir des années 90, 2000 et 2010, il y a des différenciations de classe de plus en plus importantes, une bourgeoisie chiite émergente, et vous avez plus de répartition des richesses entre les différentes classes bourgeoises, si vous voulez, libanaises. Et d'ailleurs, on voit dans les associations patronales libanaises, augmentation des personnalités chiites, des classes d'affaires chiites. Dans les associations professionnelles libérales, la présence du Hezbollah n'a fait qu'augmenter depuis les années 90. Et donc les cadres du Hezbollah que vous aviez au début des années 80, milieu des années 80, c'est plus les mêmes aujourd'hui. C'est des cadres plutôt qui viennent très souvent de professions libérales, qui sont avocats, qui n'ont pas reçu la même formation. Et ça, vous le voyez très bien, tous les députés quasiment du Hezbollah aujourd'hui. Et c'est une vraie différence par rapport aux années 80. Et on ne peut pas comprendre l'évolution du Hezbollah sans comprendre cela aussi, qu'il y a une évolution au niveau des classes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, quand moi j'étais au Liban pour la recherche, mais quand j'allais assez souvent, c'est maintenant les populations les plus pauvres du Liban, c'est au nord, c'est Akkar et en partie Tripoli. Et utilisent en partie la même rhétorique que Amal utilisait avant la guerre. Nous sommes, nous, les marginalisés. Parce que c'est la région du Liban qui est la plus paupérisée aujourd'hui. Après, c'est la Bekaa et ensuite le sud, etc. Mais vous avez des investissements qui ont eu lieu, etc. Donc, vous avez une intégration progressive du Hezbollah à tous les niveaux dans le système confessionnel et bourgeois libanais. D'abord, entrée au Parlement. Ensuite, avec Émile Lahoud, président de la République, intégration dans les services de sécurité à différents niveaux, des collaborations avec l'armée, etc. Ensuite, entrée au gouvernement en 2005 quand le régime syrien se retire. Et depuis 2005, il est de tous les gouvernements jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez une intégration qui s'est faite, et moi j'analyse aussi comment il n'est pas du tout une menace pour ce régime confessionnel. Au contraire, il a défendu ses orientations principales, et en particulier au niveau économique, défendu les politiques néolibérales. C'est-à-dire, quand on parle de politique néolibérale, c'est renforcement des privatisations à tous les niveaux des secteurs de l'économie, et dans lequel Hezbollah a soutenu. Ça a été un des ministres de Hezbollah, Fnej, je crois, à l'époque, a soutenu la privatisation des télécommunications. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a un soutien aux politiques néolibérales. Quand moi j'interviewais même des syndicalistes du Hezbollah, ils me disaient, mais écoute, quand même, les privatisations, ça améliore l'efficacité, puis bon, si on perd quelques travailleurs, c'est pas grave. Et puis les autres secteurs combatifs des syndicats, ils sont un peu trop dans un discours de classe. Mais j'ai dit, bon, quand les syndicalistes combatifs, c'est un peu normal, disons, d'avoir une défense des travailleurs et des travailleuses. Et c'était plutôt vraiment mettre en avant tout un secteur de privatisation. Et je montre dans le livre 3 aspects de ça. La gestion des municipalités, où je prends le cas de Robeiri, qui est la 3e municipalité la plus riche du Liban.
Et comment c'est géré? Moi, quand j'allais parler avec le maire, son modèle, c'était Hariri. C'était la reconstruction. En partie, il me parlait, je veux faire un new Dahiya, qu'il n'a pas encore pu faire, sur le modèle de Solidaire. Et puis, comment vous attirez les compagnies? Ah, on baisse à mort on baisse beaucoup les taxes, on veut les faire. Donc, les mêmes et les modèles de gouvernance, comme ils disent eux-mêmes, c'était absolument similaire. Donc ça, c'était un exemple. Deuxième exemple, c'était au niveau du ministère de l'Agriculture, dont ils sont occupés plusieurs années. Aucun changement. Et quand je parlais avec des syndicalistes au niveau agricole, de l'agriculture, ils me disaient, c'est la même chose, jusque maintenant, ce ministre du Hezbollah soutient les syndicats agricoles du Hezbollah. Alors qu'avant, l'autre ministre soutenait les siens. Donc voilà, c'est ça qui a concrètement changé. Sinon, il n'y a eu aucun changement au niveau de la continuité. Et puis après, c'est la question aussi sur la question de libéralisation des loyers. Il y a eu tout un projet qui n'a pas été mis en place, mais dans lequel Hezbollah ne s'est pas opposé à la libéralisation des loyers au Liban. À Beyrouth, pardon, il y a une loi qui protège depuis 1991 les anciens loyers, 91-92. Si vous libéralisez, ça veut dire qu'il va y avoir des augmentations énormes. Et ça touche 150 000 à 200 000 personnes. Ça pourrait créer des déplacements de population, des gens qui vont se faire tout simplement mettre dehors de leur maison. Et dans les mobilisations, qui étaient en partie menées par le Parti communiste libanais et un syndicaliste, j'ai interviewé plusieurs fois, Castro Abdallah, pas une seule fois Hezbollah n'est venu. Pas une seule fois. Donc il y a une totale, entre guillemets, alchimie là-dessus. Et quand vous voyez la même chose sur les questions de volonté de sécularisation de l'État libanais, bien sûr, toute l'élite politique libanaise est contre. Le Hezbollah était à sa tête, en partie, en disant qu'un mariage civil facultatif, c'est une forme d'athéisme inacceptable au Liban, etc. Donc, mais ce n'est pas les seuls, en l'occurrence, là-dessus. Hein. Ce n'est pas du tout les seuls. D'ailleurs, il y a eu des derniers scandales dernièrement. Donc ça, il y a une évolution socio-économique et politique aussi. Et dans ce cadre-là aussi, Hezbollah, ce n'est pas simplement un parti, c'est une société aujourd'hui. Aujourd'hui, Hezbollah, avec, surtout, et là je viendrai après, il y a une explosion de sa branche armée après le début de la révolution syrienne. Énorme recrutement. On parle aujourd'hui de 100 000, peut-être 100 000, 120 000 personnes qui sont salariées du Hezbollah entre la branche civile et la branche militaire. C'est énorme. Je dis, c'est parmi les plus grands employeurs du Liban. Ils ont aussi eu des investissements de plus en plus importants dans certains secteurs de l'économie, je parle. Et je montre qu'il y a des compagnies privées, particulièrement dans le secteur de l'immobilier, qui est un secteur très important au Liban et au Moyen-Orient de manière plus générale. Vous avez un certain nombre d'entrepreneurs qui sont des membres du Hezbollah, on voit tous leurs clients, ce sont ou bien des institutions du Hezbollah, des écoles du Hezbollah, etc. Donc il y a une évolution à ce niveau-là, et comment c'est devenu de plus en plus un parti qui défend, en l'occurrence qui n'a jamais véritablement défendu les intérêts, on va dire, des classes populaires chiites, mais surtout plutôt des secteurs les plus bourgeoises. Et vous avez tout un secteur aujourd'hui du Hezbollah qui c'est la grande bourgeoisie chiite libanaise, ou une partie de la bourgeoisie chiite libanaise, pas toute, une fraction de la bourgeoisie, et également membre de la diaspora. Il y avait une des compagnies très connues, c'était un ex-militaire de Hezbollah, Tashko Company, Tajjeddin, qui a fait sa fortune dans l'Afrique de l'Ouest et qui est revenu, qui a un grand immobilier, etc. Donc ça montre cette évolution. Il y a deux choses aussi, c'est comment le Hezbollah a gagné son hégémonie. Donc je reviens là-dessus. Il y a la question de la force, l'imposition par la force, l'hégémonie dans un concept gramscien où vous menez entre une politique de force et de consentement. Et les deux ne sont pas forcément complètement séparés. Parfois même le consentement s'impose par la force. Notamment, toutes les associations de charité du Hezbollah, les associations de services, de médias, etc. Pour les associations de services, si vous ne suivez pas un certain modus de vie, vous êtes contrôlé, etc., vous n'allez pas recevoir certains services, parfois, médicaux, etc. Donc, et là, il y a une vraie société civile chiite. Qu'est-ce que j'entends par société civile? Il y a tout un réseau d'organisations du Hezbollah pour donner un certain nombre de services au Liban. Ce n'est pas particulier, encore une fois, au Hezbollah, mais c'est celui qui le fait de manière la plus large, grâce à des financements étrangers, de plusieurs centaines de millions de dollars par directement le Wilayat Faqih. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le budget iranien. C'est directement du Wilayat Faqih qui a un budget. C'est pour ça
que les changements de gouvernement en Iran n'ont aucune incidence sur le financement du Hezbollah. Aucune, zéro. Parce qu'il vient directement là-dessus. Donc ça, c'est le consentement, mais aussi par la force. Et vous avez bien sûr, la force a été la monopolisation, la résistance armée contre Israël. Et ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, si vous parlez à la grande majorité des personnes issues de la communauté chiite, qu'ils soient sympathisants ou pas, si vous attaquez les armes du Hezbollah, ce n'est pas simplement les armes du Hezbollah, vous attaquez la communauté. Et le Hezbollah le fait percevoir comme ça. Ça, c'est des choses qu'il faut voir, parce que pour eux, c'est une assurance dans le système politique libanais, dans leur conflit avec les autres fractions de l'élite libanaise. Et donc ça, c'est ces deux manières un peu qu'ils ont imposées par leur force. Et bien sûr, c'est l'utilisation des armes, pas simplement contre Israël, mais de plus en plus depuis 2006, contre des acteurs ou bien internes au Liban. À plusieurs fois, ils sont intervenus contre des décisions du gouvernement par l'utilisation des armes. Et depuis 2011, dans le cadre syrien, massivement, ça a été dit, et qui a joué un rôle très important dans on va dire la mise en échec du processus révolutionnaire syrien. Et moi, je me rappelle, dès 2012, on parlait début 2012, les premiers soldats du Hezbollah qui y allaient. Fin 2011, début 2012. Mais pas simplement la Syrie, vous avez en Irak aussi, ils ont joué une présence très importante avec les unités de mobilisation populaire. Donc, ce sont des groupes fondamentalistes chiites, en grande partie affiliés à l'Iran, dans leur bataille avec Daesh et d'autres, et des conseils militaires apparemment, au Yémen également, des conseillers houthis, etc. Donc, ça dépasse. Et avant d'arriver à la révolution syrienne, son intervention et ses implications, il y a aussi ce que j'ai analysé, et ce qui montre aussi comment Hezbollah défend des intérêts de classe d'une partie de la population chiite, même s'il dit dans ses discours qu'il fait, c'est le parti des opprimés, qu'il s'oppose, même dans son dernier manifesto de 2009, à un dit capitalisme sauvage, etc. Il défend les orientations néolibérales et des fractions de la bourgeoisie chiite. Les plus importants, c'est leurs intérêts de classe. C'est notamment sa relation avec, en plus des politiques néolibérales dont j'ai parlé, mais aussi, il a participé aux attaques contre le mouvement ouvrier libanais, ou les mouvements ouvriers, les organisations syndicales libanaises. Il faut savoir que quand, dans les interviews, et les personnes que je connais, syndicalistes libanais, parlent de leur expérience syndicale durant la guerre civile, ils sont souvent très fiers, parce qu'ils ont mené et c'est quelque chose qui n'est pas connu, peu connu. Durant la guerre civile libanaise, ils ont déjà défendu très souvent les intérêts des travailleuses de manière assez... en ayant des augmentations salariales et d'autres, mais aussi contre le pouvoir des milices, contre l'occupation du sud Liban, contre la présence syrienne, contre le confessionnalisme. Ils menaient des manifestations des deux côtés de Beyrouth pour se retrouver devant le musée national qui rassemblait dizaines de milliers de personnes. Et à la sortie de la guerre civile, ça reste un acteur social très important, qui va être attaqué par toute l'élite politique libanaise, par Hariri, et aussi par le soutien du régime syrien, et par le Hezbollah également. Cet acteur social, parce que c'était un acteur qui arrive à mobiliser des Libanais et des Libanaises de toutes les confessions, sur des bases sociales. Donc c'était un acteur à abattre. C'était la principale centrale syndicale, c'était la CGTM. Et durant toutes les années 90, il y a une attaque sur la CGTM pour la vider. Le leadership est aujourd'hui contrôlé par des forces confessionnelles issues de Hamas, Hezbollah et d'autres, qui, depuis les années 2000, est incapable de mobiliser quelque que ce soit. Donc ça a été la première attaque sur ce mouvement des travailleurs et travailleuses. Et la deuxième attaque principale, ça a été sur le comité de coordination syndicale, des syndicats des enseignants. Depuis 2011 au Liban jusqu'en 2016, mais c'est encore d'actualité, mais entre 2011 et 2016, vous aviez une mobilisation des enseignants et enseignantes énorme au Liban, des centaines de milliers de personnes qui manifestaient pour des augmentations salariales. Il faut juste savoir que depuis 1996 au Liban, il n'y a pas eu d'augmentation salariale dans la fonction publique, avec une inflation qui dépasse les 120%. Donc il y a une paupérisation très importante de grands secteurs de la société libanaise. Et ils ont cassé de nouveau le leadership en mettant dehors le leader de l'époque, Hanna Gharib, qui est aujourd'hui leader du Parti communiste libanais, qui était déjà membre. Mais ils ont mis dehors les principaux syndicats combatifs. Donc, participer là-dedans.
par la création avec d'autres de syndicats qui n'ont aucune présence sur le terrain, ou très peu, très superficielle, parce que la CGTN ne s'était pas, le principal central syndical ne s'était pas réformé au niveau des structures, et donc ils ont pu prendre le dessus. On peut rentrer dans les détails par la suite. Mais ça montre de nouveau qu'un parti qui se prétend parti des opprimés est très loin de ça, et a peur de chaque mouvement par en bas. Et pas simplement Hezbollah, toute l'élite politique libanaise. Et pourquoi je disais qu'il y a un lien entre confessionnalisme et ce pouvoir de domination des différents secteurs de la bourgeoisie libanaise, c'est dès qu'il y a un mouvement par en bas, que ce soit les organisations syndicales, sociales ou des mouvements populaires, comme il y a pu avoir en 2011 au Liban, dans le mouvement contre le système confessionnel, ou bien dans le mouvement Tupi en 2015, ils mettent de côté leurs différences pour s'allier, pour réprimer. Et ça, c'est systématique. Et l'État libanais, c'est vrai, est faible dans la provision d'affaires sociales, mais devient très vite fort quand il y a des mouvements par en bas. La répression a été très dure, mais aussi la répression quand il s'agit des réfugiés syriens et palestiniens. Donc là, et c'est comprendre que Hezbollah joue un rôle là-dedans. Il est en total accord avec toutes les composantes, on va dire, du 14 mars, ça veut dire si vous voulez, les différents partis autour de Hariri, quand il s'agit des politiques économiques, quand il s'agit de la répression des mouvements sociaux, des mouvements politiques, etc. Et d'ailleurs, ils étaient alliés, ils sont dans les mouvements de gouvernement. Voilà. Et d'ailleurs, la répression, moi j'étais dernièrement en mars, début mars, la répression devient de plus en plus difficile au Liban. Même si ça reste un pays avec un peu plus de liberté, la répression devient de plus en plus compliquée avec un certain nombre de personnes qui sont arrêtées, ou bien un autre moyen, c'est de les attaquer en justice, etc. Le ministre des Affaires étrangères, Jebbal Bassil, est devenu un spécialiste là-dessus, sur ces questions maintenant, sur toute personne qui l'attaque. Maintenant, sur la révolution syrienne et sur les révolutions de manière plus générale. Il y avait cette image, comme a dit Farouk, que Hezbollah était du côté des opprimés, du changement en Palestine, etc. Même avant 2011, Hezbollah n'a jamais souhaité le changement de régime dans la région. Il disait, nous n'avons aucun problème avec monarchie ou république. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la question de la Palestine. Mais jamais aucune volonté de changement. Et ça, c'est très important, donc il n'y a rien de nouveau. Quand ça arrive, les processus révolutionnaires, ils adoptent le discours iranien. C'est la continuation. Si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous regardiez en partie Hezbollah, la télévision, c'était le copy-paste de la télévision iranienne, etc. C'est la continuation de la révolution islamique de 1979. Donc ça va, ce discours, avec la Tunisie, avec l'Égypte. Mais quand ça arrive à la Syrie, problème. Processus révolutionnaire, etc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un gros meeting de soutien aux révolutions le 19 mars au Liban. Tous les partis politiques libanais sont invités, c'est Hezbollah qui organise. Pas un seul mot le 19 mars sur la Syrie. On parle de tout, et Hassan Nasrallah dit à l'époque, tous ceux qui parlent de conspiration devraient avoir honte, c'est les peuples qui se révoltent, etc. Un an et demi après, le discours change complètement avec l'arrivée du processus révolutionnaire syrien. Hezbollah d'abord nie pendant 2 ans quasiment toute implication en Syrie. Puis dit il y a des conditions pour soutenir un processus révolutionnaire. C'est est-ce que le régime a fait des réformes et quelle est la position de l'opposition par rapport à l'État d'Israël, etc. Bon, dans les 2 cas, lui dit le régime a fait des réformes. Je n'ai pas besoin de vous expliquer les réformes du régime Assad, accompagnées d'une répression terrible, d'une guerre contre sa population, etc. Bon, la position, que ce soit dans les soulèvements populaires, dans le soulèvement populaire syrien, surtout, vous avez une participation dès le début d'un certain nombre de jeunes palestiniens et palestiniennes, et qui parlaient la libération de la Palestine passe par la libération de Damas. Et puis il y avait, s'il parlait bien sûr d'une certaine... Mais bref, donc les conditions n'étaient pas réunies. Et il va simplement reconnaître que Hezbollah est impliqué à partir de fin 2012, début 2013. Et en disant, c'est juste à la frontière pour défendre des villages chiites libanais. Et puis après, ça va être depuis, maintenant vous connaissez, c'est une conspiration sioniste, saoudienne, Daesh, mettez tous encore. Il en rajoute 5-6 à chaque fois.
et comment aller jusqu'à Deir ez-Zor, Hasakeh et tout ça, c'est pour la libération de la Palestine. Donc vous voyez le tour, pour y arriver, c'est un peu compliqué. Donc ça va être le discours jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Hezbollah, on parle entre... alors après, les chiffres, c'est toujours compliqué de savoir, mais il faut savoir qu'il y a différents groupes armés du Hezbollah qui rentrent et qui ressortent. Mais c'est quelques milliers de personnes, de soldats du Hezbollah qui sont déployés de manière permanente. Après, ça tourne, on dit tous les 3 mois, tous les 6 mois, des gens qui rentrent. Mais là, il y a eu un très grand recrutement de jeunes libanais de confession chiite pour aller combattre en Syrie. Ça, c'est très clair. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, j'en parle dans un interview d'un soldat du Hezbollah, c'est qu'il y avait une critique aussi, parce que lui, il revient blessé de Syrie, et il y a une critique des dirigeants du Hezbollah en disant, nous, ils nous payent 500-600 dollars pour aller nous battre en Syrie, on a des conditions sociales extrêmement difficiles, et tous les fils des dirigeants, ils sont dans les grosses SUV, à Dahiya, etc., et nous, on ne peut pas se permettre la moitié des choses qu'eux, ils peuvent à Dahiya. Ça aussi, j'ai oublié de dire, souvent, on dit que Dahiya, la banlieue sud de Beyrouth, c'est un havre de pauvreté, ou c'est... Non, il y a des différenciations de classe, il y a un certain nombre de personnes qui ont énormément d'argent, c'est un gros lieu de consommation, etc. Donc, comme le reste d'ailleurs des autres quartiers de Beyrouth, où vous avez des différences à l'intérieur de classe. Et ce qui a remarqué aujourd'hui avec... et ils ont combattu partout, Hezbollah, c'est pas simplement à la frontière libanaise. Hein. Et ils ont justifié cette intervention en disant on intervient pour sauver la résistance, mais aussi pour sauver tous les Libanais. En disant sinon Daesh serait arrivé à notre porte, etc. Et d'ailleurs, en partie, à un moment donné, le patriarche maronite a repris ce discours. Et une partie des alliés également du courant patriotique libre, etc. Donc dans la propagande, ils ont fait ça dans une perspective, pas simplement sauver la résistance, mais également le Liban. Alors que, et c'est ce que je disais quand on m'a demandé la question dernière fois, quelqu'un me disait mais ils sont arrivés contre Daesh. Je dis Daesh milieu 2013, Pâques 2013, avant il n'y avait pas Daesh en Syrie. Même au début 2012, Jabhat el-Nusra c'était quelques bataillons, donc c'était vraiment une... Et c'est une intervention pour sauver un allié politique, c'est ça. C'est pas une question confessionnelle. Ils vont utiliser le discours confessionnel, ils l'ont utilisé au niveau des soldats du Hezbollah, comme quoi c'est un nouveau Kerbala s'ils perdent, etc. Il y a une utilisation d'un discours confessionnel, très clair. D'ailleurs, ils combattent avec des Ya Hussein, etc. J'explique dans le livre. Donc il y a un discours confessionnel très clair. Mais les intérêts primordiaux, c'est les intérêts politiques. C'est le transit d'armes, c'est un allié stratégique pour l'Iran et le Hezbollah. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre l'intervention du Hezbollah. Ce qui est particulier aussi, c'est que le Hezbollah a développé au sein, par contre, avec l'Iran, au sein des communautés chiites de Syrie, un discours khoméniste qui était absent pour la grande partie des chiites de Syrie. Donc vous avez maintenant les scouts Mahdi en Syrie, c'est les scouts de Hezbollah qui sont présents depuis 2012 en Syrie. Vous avez un nouveau conseil islamique chiite qui a été formé en 2012, qui n'existait pas auparavant. Donc il y a un discours aussi au sein de la population chiite de Syrie de vouloir transmettre aussi cette idéologie khoméniste. Et j'utilise le terme khoméniste parce que c'est ça, concrètement. Et c'était quelque chose assez nouveau. Je vais conclure peut-être, parce que en conclusion, ce qui est important de comprendre, c'est déjà on doit comprendre Hezbollah en fonction des évolutions politiques, socio-économiques de Liban et de la région. C'est pour ça que ce n'est pas le même Hezbollah des années 80. Ce n'est pas un acteur fixe. C'est pas un acteur fixe. Il est lié à ces évolutions. C'est un parti qui défend des orientations politiques, économiques, qui malgré son idéologie de dire « je suis le parti des opprimés, je suis celui qui défend les paysans, les travailleurs, travailleuses », c'est en complète contradiction. C'est en complète contradiction avec sa manière de faire de la politique, sa pratique politique quotidienne. C'est un parti politique qui défend des intérêts politiques, qui défend un axe régional avec l'Iran, qui est en complète contradiction avec les intérêts des peuples de la région. Et d'ailleurs, ça s'est prouvé par son action en Syrie, mais également dans d'autres pays. Et dès lors, il ne construit pas une contre-société. Parce que souvent, on a parlé, Hezbollah construit une contre-société. Mais aujourd'hui, Hezbollah est un acteur qui défend, comme les autres, à fond,
l'État confessionnel et bourgeois libanais. Et d'ailleurs, comme les autres, il les a attaqués, ceux qui le mettent en péril. Donc, ce n'est pas du tout un acteur du changement, c'est un acteur, et c'est pour ça une des raisons, réaction ou pas, c'est un acteur de la réaction. C'est un acteur de la réaction qui s'oppose au même titre que les autres États autoritaires de la région au changement progressiste dans cette région. Et ces contradictions sont arrivées. Ces contradictions sont arrivées et une partie, et ça c'est quelque chose qui est vrai, ces contradictions sont vues par une partie des sympathisants et sympathisantes et supporters du Hezbollah au Liban, au sein de la population chiite libanaise. Et ils le voient. Et dans les dernières élections municipales, législatives, il y a eu des signes, des gens qui critiquent le Hezbollah en disant « Moi, je défends la résistance, mais Hezbollah, sur la gestion des services, sur la politique économique, ça fait plus de 14 ans qu'ils sont au gouvernement, n'ont rien fait pour nous. » Et ça, c'est des choses qu'on entend. Et il y a 1 an et demi, il y a eu une révolte populaire dans un des quartiers les plus pauvres, Hayy Salom, dans un des quartiers les plus pauvres de Dahiyeh, des gens qui, devant une journée, parce que Hezbollah a donné le droit et a dit à la police et aux forces de sécurité de casser, si vous voulez, des commerces qui ne sont pas enregistrés. Ce qui, ils n'ont pas une normalité, mais entre guillemets, ce n'est pas les seuls. Et c'était surtout les commerces les plus pauvres, etc., qui ne pouvaient pas payer, en fait. Et les gens sont révoltés avec une critique double. Vous nous attaquez, nous les plus pauvres, alors vous laissez les plus riches tranquilles, etc. Et pourquoi vous envoyez nos fils aller se battre en Syrie quand nous, on est dans ces conditions difficiles, etc. Donc cette contradiction, elle est présente. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas des gens qui critiquent. Par contre, ces contradictions qui ont été encore plus mises en avant dans les soulèvements populaires ne sont pas suffisantes. Et c'est là où j'ai rajouté, parce que le livre n'est pas simplement une traduction, il y a des nouveaux ajouts. Il y a 15-20%, on va dire, d'ajouts dans le livre. J'ai ajouté un paragraphe. C'est pas que je suis plus pessimiste ou plus rationnel, c'est que sans donner une alternative aux classes populaires, entre guillemets chiites, d'un parti ou d'un mouvement qui pourrait les défendre sur des aspects sociaux, leur donner des provisions sociales, etc., de donner une autre alternative du Liban, ça sera très difficile que ces gens quittent le Hezbollah. Et c'est sans alternative. Donc, ces soulèvements populaires donnent ces capacités d'alternative. Et c'est très important de voir jusqu'à aujourd'hui que malgré la répression, malgré les guerres entamées par ces régimes despotiques, que ce soit Assad, Sisi et d'autres, les différentes interventions étrangères de tous les régimes sans exception qui interviennent, tous sans exception, contre l'intérêt des classes. Ça continue. Parce que quand on parle de l'Algérie, le Soudan, etc., les régimes en place, ils disent, vous voulez devenir comme la Syrie, allez dans les rues. Et malgré cela, les gens vont quand même dans les rues, revendiquent des droits, continuent, et on voit des explosions populaires qui reviennent. Mais il faut, et ça c'est des menaces pour Hezbollah, c'est aussi qu'il faut ça, il faut comprendre. Ces possibilités d'alternative, mais il faut la construire. C'est tout. Pour espérer un jour vraiment pouvoir donner un avenir meilleur, pas simplement pour les Libanais et les Libanaises, mais pour toute la région. Voilà. Merci, merci. Il y a beaucoup de choses à reprendre, à analyser, à discuter, je crois, dans la présentation de Joseph Larrey. Alors, la parole est à vous. Oui, on va prendre 3. Je laisse Joseph répondre, et puis on prendra encore 3. Alors, il y a Zaid. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci, Joseph Larrey, pour votre présentation. Zaid. Oui, vous m'entendez là? Oui. Non. Oui. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors, est-ce que, M. Daher, vous pouvez dire un mot, expliquer ce qu'est la Wilayat al-Faqih? Parce que je crois que, surtout nos amis français, voilà, ne sont pas au fait de ça, de cette doctrine. Et j'aimerais vous poser une autre question sur les relations du Hezbollah avec cette partie impérialiste, entre guillemets, hein, qu'il aime bien, comment dire, se poser
militant, contre laquelle il s'oppose en militant. C'est des relations assez ambiguës quand même, hein, parce que de sa fonction comme force contre-révolutionnaire, contre donc les révolutions du printemps arabe, surtout en Syrie, en fait un allié objectif en fait de ses intérêts impérialistes israéliens et américains qui s'opposent justement à ce processus révolutionnaire de libération de ces peuples-là pour accéder à la démocratie et à la liberté. Voilà, donc est-ce qu'il y a une ambiguïté à vos yeux dans cette relation-là? On se souvient, on voit très bien que par exemple les Américains, qui ont intervenu en Syrie ne se sont jamais opposés à la présence du Hezbollah en Syrie, ni des milices extrémistes qui venaient de l'autre côté. Voilà, donc tout en le plaçant à la tête de leur liste de terroristes. C'est un mouvement qui est considéré par les Américains et même par l'ONU comme un mouvement terroriste. Voilà, et même par l'Europe. Voilà, merci. Oui, merci. Tout simplement, je voudrais... En fait, la politique aujourd'hui de Hezbollah est totalement dans les démarches iraniennes dans la région. L'Iran, quand même, si je comprends bien, finance entièrement Hezbollah, au moins des salaires de combattants. Elle finance aussi les armements de Hezbollah. Ça leur coûte à peu près 1 milliard et demi par an. Mais aussi, vous n'avez pas peut-être parlé de la ramification de toutes les sociétés qui sont implantées en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest. C'est quelque chose d'extrêmement important qui était implanté avec en fait l'aide des Iraniens. Et aujourd'hui, c'est un composant en fait, comme vous dites, que soutient la bourgeoisie chiite au Liban et ensuite qui finance énormément de choses et ils sont très très impliqués à travers le blanchiment d'argent, à travers le drogue et à travers les crimes aussi en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest pour financer en fait Hezbollah. Voilà. Il y a Leïla. Oui, bon. Merci Joseph. 2 questions sur le Liban, sur le recrutement des soldats. Dans quelle mesure ce recrutement se fait, comme tu l'as dit, par le consentement ou par la force, mis à part la rente financière? Et d'autre part, est-ce que dans les critiques dans les masses populaires dont tu parlais, est-ce que le nombre des soldats morts en Syrie joue un rôle? Parce que quand on va au Liban, on voit que le Hezbollah déploie des effets de propagande énormes, de cimetières illuminés, comme des temples qui sont ouverts à tous. Est-ce que ça, depuis maintenant 8 ans, est-ce que ça change quelque chose dans la population? Et deuxième question, est-ce que tu peux nous donner des informations? Y a-t-il un rôle actif du Hezbollah dans toute la politique libanaise de retour forcé des réfugiés syriens au Liban, et notamment, en fait, c'est plutôt, parce que ça c'est évident, mais est-ce qu'il y a des liens entre le Hezbollah et les Mukhabarat syriens? C'est-à-dire que quand on parle aussi avec des réfugiés syriens qui disent au Liban qui ont été obligés de rentrer et qui se sont fait arrêter directement en arrivant à la frontière, est-ce qu'il y a des relations très concrètes là-dessus? Voilà. Vous Oui, répondez? tfadal. Vas-y. Vas-y. Bon, oui, il y a plein de choses qu'on peut citer qui sont dans le livre que j'ai pas pu parler, parce que déjà j'ai parlé longtemps, je crois. Sur le Wilayat Faqih, c'est une théorie du jurisconsulte qui a été développée par Khomeini dans les années 60-70. Il faut savoir que Khomeini a développé plutôt moi je parle 3 orientations idéologiques. Ça veut dire avant les années 60, il avait plutôt un modèle traditionnel, c'est-à-dire le rôle des religieux, du clergé chiite en Iran était d'être des conseillers du Shah pour qu'il ait une politique plus islamique. Mais il ne remettait pas en cause. C'est en 60 qu'il va commencer à remettre en cause le rôle du Shah et à adopter plus une politique
plus d'opposition. Deuxième chose, c'est qu'il radicalise son discours dans les années 70, Khomeini. Parce qu'il y a un mouvement populaire fort, il y a la gauche qui est très importante, et il va avoir un versant social beaucoup plus important que par la suite. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, le versant social est mis de côté, et ils développent une autre orientation. Et le Wilaya al-Faqih, c'est de dire, c'est les religieux, le religieux, lui, le Wilaya al-Faqih, qui est le plus grand dirigeant, concrètement, pour faire court. Et dans ce cas, c'était pas forcément quelque chose qui était... donc c'est un conseil de religieux qui dirige la République islamique d'Iran avec le wali qui est le plus grand rôle là-dedans. Mais il faut savoir que dans la tradition religieuse islamique chiite, c'était pas forcément du tout la version dominante. Au contraire, même quand un des fondateurs des mouvements fondamentaux islamiques chiites, Sadr, développe, c'était pour un régime islamique, pour un gouvernement islamique, mais pas forcément contrôlé par les religieux. Donc ça, c'est une différence qui est un peu, je dirais. Sur la question de Hezbollah et des impérialistes alliés objectifs, il faut savoir, il y a différentes forces régionales, il y a différentes forces impérialistes au niveau international qui s'opposent et qui se mettent d'accord, qui s'opposent parfois, mais il y a aussi des rivalités. Et ça peut se voir, ces différentes relations, notamment sur la relation États-Unis-Russie en Syrie. Il y a des accords et il y a des désaccords aussi. Et quand on dit c'est des alliés objectifs, ça veut dire c'est deux axes qui défendent des intérêts propres qui sont en contradiction, oui, avec les intérêts des classes populaires et des soulèvements. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont alliés. Ouais, mais je comprends votre question. Oui, ils sont alliés objectifs en étant opposés. C'est différent quand aux volontés de changement. Et d'ailleurs, on voit, dès qu'il y a des menaces par en bas, de nouveau, il y a une volonté plutôt de trouver des accords. Tous ces soulèvements posent problème à tout le monde. Il faut être concret. Il y a une volonté maintenant de stabilité de la région, de revenir un peu à une forme de régime autoritaire. Par contre, il y a des moyens, il y a des différences de comment arriver à cela. Ça, c'est les principales différences. Au niveau des ambiguïtés, alors attention, les États-Unis sont opposés, et c'est le plus gros problème pour les États-Unis aujourd'hui, la présence iranienne en Syrie. Et même des milices fondamentalistes chiites, Hezbollah. Eux, ils voudraient, l'idéal pour les États-Unis, c'est que la Russie prenne le contrôle. Et ils ont fait jouer là-dessus en disant, écoutez, si vous mettez dehors l'Iran, on arrêtera les sanctions qu'on a mises contre vous en Ukraine. Donc il y a des contradictions à ce niveau-là. Ils ne sont pas complètement opposés, ou bien en tout cas maintenant, ils ne sont pas complètement en faveur. Par contre, ils n'ont aucun problème de travailler avec des milices fondamentalistes chiites quand il s'agit de se battre contre Daesh. En Irak, c'est ce qui s'est passé. C'est l'unité des mobilisations populaires en grande partie qui ont mené la lutte, qui ont mené les destructions de Mossoul avec des soutiens du bombardement américain. Mais en Syrie, il y a une contradiction à ce niveau-là. La présence iranienne n'est pas forcément... et c'est tout le débat au sein de l'establishment militaire américain qui est actuel. C'est de dire... comment il s'appelle? Trump fait un tweet, on va se retirer. Et les autres leur disent, oui, mais attends, si tu dis que ton ennemi principal, c'est l'Iran dans la région, et si on se retire, on retire une carte contre l'Iran. Donc il y a une contradiction à ce niveau-là, de comment gérer par rapport à la présence iranienne en Syrie. Bachar al-Assad, ce n'est pas du tout le problème. Le principal problème que vous avez aujourd'hui, c'est la question de la présence de l'Iran. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez eu, même Mohammed Ben Salman, il a dit en mars 2018, nous n'avons aucun problème avec Bachar al-Assad, notre problème c'est la présence iranienne. On ne veut pas que ce soit une marionnette de l'Iran. Donc c'est plus contradictoire, je dirais, de dire que les Américains s'en foutent. Non, ça dépend, tout en étant aussi les États-Unis alliés avec le gouvernement irakien qui est composé de Dawa, qui est un mouvement fondamentaliste islamique. Donc voilà. Sur la démarche iranienne du Hezbollah, je vais dire une chose, comme j'ai dit apparemment, Hezbollah est financé, soutenu politiquement, idéologiquement, suit l'Iran par le Wilaya al-Faqih. Ça, c'est très clair. Mais je ne sais pas, peut-être je vous ai mal compris, mais ce qu'il faut être aussi très clair, Hezbollah, c'est un parti libanais. Ces gens qui composent le Hezbollah, c'est des Libanais. Et c'est considéré comme un parti libanais. Ce n'est pas du tout en contradiction avec ce que j'ai dit. Parce que quand on dit que c'est un parti iranien, c'est pas vrai. C'est les gens qui le composent, les gens qui le soutiennent, ce sont des Libanais. Et si vous allez dire que c'est des Iraniens, vous n'allez pas pouvoir... Fawaz Raboussi avait dit à Paris, je crois, dans une conférence à l'IREMO, quelque chose de très vrai. Je ne dis pas que c'est pas...
fait le problème avec beaucoup de gens, c'est qu'ils attaquent Hezbollah sur ses aspects forts. La résistance armée contre Israël, etc. Machin. Et je pense qu'on ne s'attaque pas assez aux contradictions du Hezbollah. C'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, ces aspects contradictoires sur la question sociale, des droits des femmes, des droits des réfugiés palestiniens, que je n'en ai pas parlé, mais Hezbollah fait rien. Et est allié avec un parti, le courant patriotique libre, qui a un discours constant, raciste contre les réfugiés syriens et palestiniens, etc. Vous avez totalement raison au niveau des ramifications des entreprises en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud, pas forcément avec des liens iraniens, c'est une présence qui est là depuis le début du XXe siècle, hein, après l'émigration libanaise. Et d'ailleurs, les deux banques principales avec des capitaux chiites, que je cite dans le livre, sont des riches libanais chiites de la diaspora qui ont fait leur argent en Afrique de l'Ouest. Ce qui est vrai également, j'en parle un peu plus dans ce livre en français que dans le précédent en anglais, c'est tous les réseaux mafieux en Amérique du Sud. Ça, c'est documenté, etc. Ils sont dans un certain nombre de commerces mafieux, etc., de drogue. Donc, j'ai pas besoin de... Il y a tout un trafic de blanchiment. Mais au-delà de ça aussi, ça montre comment Hezbollah... Alors, le soutien iranien reste principal, mais vous avez tout un réseau de financiers par la diaspora, par des chefs de compagnie... libanais chiites, etc. D'ailleurs, il y a une unité du Hezbollah, une unité du Hezbollah, une organisation, pas une organisation, une branche du Hezbollah, qui a pour rôle principal, dans toutes les régions, de faire venir l'argent, de financer le parti à travers des financements étrangers. Donc vous avez aussi des histoires aux États-Unis, parce que vous avez une grosse présence à Detroit et dans certains cantons américains d'une libanais chiites très présents qui participent au financement. Donc ça, c'est tout vrai, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Sur le recrutement, non, il est fait de manière... il y a différents moyens. Il y a une attraction financière. Vous avez des taux de chômage très importants, en particulier chez les jeunes libanais, libanaises, etc. Donc si vous allez en plus dans les régions du Sud, la Bekaa, etc., la Bekaa, c'est une région très paupérisée. Il y a un manque de travail, vous leur dites 600-700 $, si tu es blessé, tu seras dans un hôpital du Hezbollah, ta famille va recevoir une telle somme, etc. Donc non, et puis après, il y a aussi le discours qui vient idéologique, si tu n'y vas pas, écoute, ça va être le nouveau Kerbala, etc. Donc c'est un ensemble de choses, il y a l'aspect matériel, il y a l'aspect idéologique, etc. Donc si la Syrie tombe, ce sera la fin des chiites, etc. Donc il y a plein de différentes choses, c'est la fin de la résistance. Donc c'est les deux, aspect matériel et aspect idéologique. Et une propagande énorme. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en début 2012, vu que jusque toute l'année 2012 jusqu'au début 2013, Hezbollah niait son implication en Syrie. Donc les familles, entre guillemets, des martyrs du Hezbollah n'avaient pas le droit de faire des trop grosses... ou bien le Hezbollah ne les reconnaissait pas comme des martyrs de la lutte, parce qu'il fallait cacher leur présence en Syrie. Mais quand ça devient des centaines, ça devient compliqué. Donc au début, c'était caché. Et il avait une certaine frustration à ce niveau-là. Et la deuxième frustration, c'était de dire, nous, on a envoyé nos enfants contre Israël. Pourquoi en Syrie? Et ça, c'est des critiques qui ont été entendues, etc. Un des éléments qui a changé cela, c'est à partir de l'été 2013, quand vous avez eu le début d'organisations djihadistes qui ont fait des explosions à Dahieh et dans des zones chiites. Et là, ça a été perçu, oui, ils ont raison, ils sont là pour nous défendre. Et ça, ils ont polarisé là-dessus. Ils ont polarisé là-dessus et ça a été un vrai problème. Et ça a marché dans leur propagande. La critique de la présence et de l'intervention de Hezbollah était honnêtement plus facile en 2012-2013, quand je parlais avec des gens, qu'après. Après, c'est devenu très compliqué à ce niveau-là. Oui, Hezbollah collabore avec les services de sécurité syriens pour faire revenir de force, depuis d'ailleurs l'été 2017, des réfugiés syriens dans certaines zones où ils ont une présence, notamment c'était à Qalamoun, dans certaines régions, j'ai vraiment des problèmes, l'ouest de Damas. Oui, ils ont participé avec les services de sécurité libanais, services de sécurité syriens, au retour forcé d'une dizaine de milliers de réfugiés syriens. Et là, il y a un peu, pas une contradiction, mais les alliés du régime syrien au Liban veulent leur retour. Le régime syrien, pour une grande partie, ne veut pas
sur leur retour. Parce que c'est un défi de sécurité pour eux, économique, etc. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des listes qui sont envoyées par les services de sécurité libanais et le régime syrien dit la moitié, on ne les veut pas. C'est ça. Et en plus, ce qu'ils font, c'est que ceux, comme tu l'as dit, ceux qui reviennent, aller à l'armée. Donc, il y a des... Et mais Hezbollah pousse pour qu'ils rentrent. Et ils participent aussi, comme le reste de l'élite politique libanaise, au Liban, à diaboliser la présence syrienne au Liban, en disant c'est la crise économique, c'est la faute des Syriens. L'insécurité, c'est la faute... et ils participent dans leur communication. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Hezbollah, dans la manière propagandiste en 2005, quand il y a eu le retrait du régime syrien, et quand des Syriens se faisaient attaquer dans certaines régions de Taïr du courant du futur, Hezbollah intervenait. Alors qu'on a vu les mêmes images, à Dahieh, des réfugiés syriens se faire attaquer comme ça, dans la rue, par des milices ou des supporters du Hezbollah. Donc, voilà. D'autres. Si. Oui, enfin, oui, mais ensuite ici. Ah, d'accord. Commence la parole. Bonsoir, merci. Moi, je voudrais connaître la signification du discours djihadiste de Hezbollah, le contexte sécularisé, d'où ça vient, comment c'est appliqué actuellement dans la guerre en Syrie. Et la deuxième question, je voudrais connaître le sentiment nationaliste national des communautés chiites au Moyen-Orient, principalement en Irak et au Liban, parce qu'en Syrie, il y en a très peu. Est-ce qu'il y a vraiment un sentiment nationaliste par rapport à l'État-nation? Est-ce qu'il y a un antagonisme entre le chiisme perse et le chiisme arabe, ou irakien, ou libanais? Ou est-ce que le discours est effectivement le même sur le plan politique? Merci. Rabia Aoun. Merci. Vu l'activité militaire de Hezbollah, comment ils arrivent à cohabiter avec l'armée? On sait que l'armée est faible, mais quand même c'est une institution régalienne. Merci. Encore Il y a une troisième dans la salle? Encore une question. Merci, il n'y en a pas. Je prends une deuxième question. Troisième. Bonsoir. Voilà, appuyez encore. Non, sur le. Voilà, c'est bon. Non, il faut que ça soit éclairé. Allô? Oui. Oui, donc tu as dit des choses sensées sur beaucoup de sujets, mais comme le titre le montre, tu as pris l'optique économie politique. Et comme dans toutes les analyses marxistes, on diminue l'importance de l'instance politique, c'est-à-dire la construction étatique. Par exemple, quand tu as parlé de la création, comment s'est créé le Hezbollah, tu as parlé de la révolution iranienne, de l'occupation israélienne, de l'ascension sociale dans les milieux chiites. Le plus important, c'est qu'avec la guerre civile de 1975 à 1982, l'invasion israélienne alliée avec les forces libanaises qui avaient fait une armée complète, alliée, coordonnée avec les Israéliens pour attaquer les zones du mouvement de gauche et des organisations palestiniennes, pour faire un coup d'État qui amènerait Bachir Gemayel avec l'appui israélien américain au Liban. Donc il y avait un effondrement de la légitimité de l'État, de la direction maronite de l'État. Donc il y avait une refonte, une recomposition des équilibres au Liban. Donc dans ce contexte, si tu veux, le Hezbollah a représenté une opposition armée à l'occupation, et en même temps une forme d'ascension sociale et politique pour des milieux chiites qui étaient plus radicaux que ceux qui étaient avec le mouvement Amal ou avec... Et donc il y a eu une compétition entre les deux et des guerres intestines sérieuses. Et ça ne s'est résolu qu'en 1990, quand les Syriens sont arrivés à diviser le travail. L'ascension des chiites dans l'État se fait via le mouvement Amal. Vous concentrez sur la résistance armée. C'est ça qui a affaibli la gauche, si tu veux. C'est-à-dire que la base sociale radicale a été prise
dans le mouvement Hezbollah qui avait une efficacité parce que il était bien ancré dans les, dans les milieux du Sud, et en même temps, avec l'affaiblissement des mouvements de gauche et des organisations palestiniennes après l'invasion israélienne, il était, avec l'appui iranien et syrien, mieux équipé pour pouvoir réussir. C'est ça, si tu veux, surtout qui a affaibli la gauche. Après, les assassinats, c'était des bassistes et des communistes, etc. C'était une partie du jeu, parce qu'il y avait eu des assassinats aussi entre les bassistes et les mouvements chiites pro-iraniens. Il y avait déjà une ardoise. Et donc, ce que je veux dire, c'est la question de la construction étatique. Après, quand tu arrives à la fin pour démontrer le néolibéralisme du Parti de Dieu, tu montres qu'il est tout le temps avec la classe dirigeante. Il est allié à la classe bourgeoise au pouvoir. Or, je peux te dire que les analyses de gauche maintenant au Liban, y compris dans les milieux de l'extrême gauche, c'est que est-ce que le Hezbollah ne prépare pas un coup d'État? C'est-à-dire avec la force qu'il a, militaire et politique, et l'affaiblissement de la droite au Liban, avec la gestion piteuse des pays du Golfe, de la droite libanaise, n'est-ce pas, et des Occidentaux, bien sûr que le Hezbollah il a un beau jeu d'avancer ses pions. Donc, si tu veux, la question, c'est pas qu'il est, allié à la classe bourgeoise, c'est jusqu'à quand? C'est ça la question que se posent les milieux d'extrême gauche. Maintenant, jusqu'à maintenant, il gère la coalition avec les autres partis populistes confessionnels. On se répartit le gâteau et il pousse, il améliore ses pas pour se protéger. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Hezbollah, c'est une organisation militaire. Et donc, une organisation militaire, elle a besoin de stocker, de s'entraîner, des bases arrière, des bases avant. Donc, si tu veux, il a besoin de se défendre et il est, si tu veux, soumis à des menaces. Et il a des opportunités. Donc, comme menace, et lui, comme il est en guerre avec les Israéliens qui ne sont pas un ennemi facile, il a peur, s'il est écrasé politiquement, d'avoir le même sort que les Palestiniens à Sabra et Shatila. Et aussi, il a des opportunités, et il rentre dans n'importe quel conflit pour améliorer ses positions. Donc, si tu veux, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut analyser l'aspect politique de la construction étatique et l'aspect organisation militaire. Merci. Merci. Joseph. Sur la question de communauté chiite, communauté nationale ou pas, comme je l'ai dit, c'est des Libanais. Ça, c'est encore très important de le comprendre. Il y a eu tout ce débat qui a été apporté par différents religieux chiites dans les années 70-80. Il faut s'intégrer dans l'État-nation ou pas. Pour moi, ce débat, il est dépassé. Si vous dites à un militant de Hezbollah qui n'est pas libanais, sur le base parce qu'ils ont un financement de l'Iran, il faut dire alors à tous les gens qui sont du courant du futur, qui ne sont pas libanais, qui sont saoudiens, jusqu'à pas longtemps. Et vous allez dire à Jaja, maintenant qui est en partie soutenu grandement par... alors ça va leur faire plaisir d'ailleurs, les maronites de Jaja qui sont des saoudiens. Ça ne fait pas, entre guillemets, avancer les questions. Non, ils sont libanais. C'est juste qu'ils ont des intérêts politiques différents, des orientations politiques différentes présentes. Et comme les Saoudiens de confession chiite sont saoudiens, Bahreïn, ils sont bahreïnis. Et un des problèmes, c'est de dire que et ça a été une construction, d'ailleurs, à partir de la mise en place de la République islamique d'Iran, c'est depuis 1979 simplement le discours de la 5e colonne chiite. Avant ça, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et il y a un cas qui est très intéressant à analyser, c'est le Bahreïn. Dans le Bahreïn, le régime monarchique, vous savez, qui est dirigé par une famille sunnite, durant les années 50-60, a soutenu les mouvements fondamentalistes islamiques chiites et sunnites contre la gauche et les nationalistes, qui étaient en grande majorité sunnites. Et il y avait des chiites dedans, mais qui étaient en grande majorité. Et ça, ce discours a complètement changé
à la suite de la République islamique d'Iran, où le nouvel ennemi, c'était plus la gauche et les nationalistes, c'était devenu la 5e colonne chiite. Et depuis lors, vous n'avez plus de recrutement dans les services de sécurité du Bahreïn de chiites, vous avez l'importation de Pakistan, de Syrie, de Jordanie, de tout un service de sécurité sur une base confessionnelle. Mais avant, de même en Arabie Saoudite, jusqu'aux fin des années 70, vous avez énormément d'employés dans les organisations pétrolières nationales qui sont de confession chiite, qui sont de ces régions, etc. C'est simplement après 79 que la construction d'un ennemi chiite, mais alors avant il y avait une question religieuse, le wahhabisme était opposé, mais la question politique de la 5e colonne chiite se construit après 79. Avant ça, c'est quasiment absent. Et c'est là où on voit que c'est très intéressant que le confessionnalisme, c'est pas quelque chose qui est inhérent aux gens ou la question sunnite, chiite, etc. Comme a dit Barack Obama pour justifier ses erreurs politiques en Irak en disant les gens, écoutez, se battent depuis 1400 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Vous êtes arrivé en Irak avec toutes les partis réactionnaires et confessionnels, vous avez mis en place un régime confessionnel en Irak, ben, ça a des conséquences, quoi, tout simplement. Donc le débat vraiment, et c'est peut-être, je ne sais pas si j'ai complètement compris la question, mais c'est vraiment de ne pas poser la question, encore de se poser si ce Hezbollah est libanais ou pas, ou ces gens sont libanais ou pas. Ils sont libanais. Ils sont libanais, ils n'ont rien à faire, ils ont une orientation politique, idéologique, voilà, différente. Mais ce n'est pas la question qui se pose, j'ai envie de dire. Et ça partout dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Après, ça ne veut pas dire que vous avez des importations de pratiques, peut-être hors libanaises. Ça, c'est ce qui s'est passé, j'explique. Par exemple, la pratique du taklif, c'est de voiler les jeunes filles à 9 ans dans les écoles du Hezbollah. Ça, c'est venu de la République islamique d'Iran. Ça, je suis totalement d'accord. Mais ce n'est pas en contradiction d'être... voilà. Sur le Hezbollah et l'armée libanaise, en fait, depuis que Émile Lahoud est arrivé au pouvoir, quand il est arrivé au pouvoir, il y a eu de plus en plus de collaboration entre l'armée libanaise et le Hezbollah. Et en fait, les hauts services de sécurité de l'armée libanaise sont en collaboration quasi totale avec Hezbollah. Ça s'est vu à différentes reprises. D'ailleurs, quand il y a eu, dans les années 2000, durant l'intifada palestinienne, des organisations palestiniennes qui ont envoyé des roquettes du sud depuis les camps contre l'État d'Israël, c'est l'armée libanaise et Hezbollah qui sont collaborés pour empêcher qu'il y ait tout de développement de ce genre de même pratique. On a pu voir la même chose sur plein de différentes questions. En 2008, quand Hezbollah prend les quartiers de Beyrouth-Est, et c'est en collaboration en partie avec l'armée. Et il leur donne les quartiers par la suite, etc. Donc il y a des collaborations. Par contre, il y a une contradiction entre les forces de sécurité internes, qui sont sous le camp plutôt de Hariri, et l'armée. Ça a changé aussi un peu. Oui, ça a changé un peu, mais ça reste quand même une certaine division. Et d'ailleurs, quand il y a la Shura et tout ça, il y a une collaboration directe en haut service de sécurité libanais, de l'armée libanaise et du Hezbollah pour contrôler. Ou bien un autre exemple, c'est quand il y a eu les volontés des marches de retour. Particulièrement après 2011, etc., des organisations palestiniennes vers la frontière Palestine occupée. C'est l'armée libanaise et Hezbollah qui ont, lors des deuxièmes manifs, qui ont négocié avec les organisations palestiniennes pour dire n'allez pas aux frontières, vous restez dans les camps. Parce qu'on ne veut surtout pas d'instabilité, etc. Donc il y a une collaboration directe. À ce niveau-là, ils se partagent le travail. Un des derniers exemples qui était très clair, c'était lorsque Hezbollah a combattu différentes organisations de type Daesh et tout ça dans la Bekaa, etc. Il y a une collaboration directe. Hezbollah direct, c'est eux qui faisaient en grande partie les attaques, et l'armée libanaise qui restait, qui maintenait le secteur sécurisé. Voilà, Arsal, etc. Les officiers sont... Il y a une collaboration. Sont de la communauté chiite? Pas forcément, pas tous. Il y en a un certain nombre, certes. Il y en a un certain nombre, mais pas tous. Et la présence au niveau de la direction d'officiers maronites reste jusqu'à aujourd'hui très importante. Après, ça a créé des contradictions, notamment après 2008. Il y a un certain nombre d'officiers sunnites après qui avaient posé leur démission. Après les événements de 2008, etc. Sur la question, bon, en partie, il n'y a pas... Déjà sur la première question, comme j'ai dit, je n'ai pas pu parler de tout. Je parle dans mon livre. Comment l'invasion israélienne et le départ des forces palestiniennes, ce n'est pas simplement un coup pour la résistance.
palestinienne, c'est un coup pour toutes les forces progressistes du Liban. C'est un gros coup. Et Israël et le régime syrien vont tout faire pour les seules forces armées et qui ont une présence sur le terrain, soit des forces confessionnelles. Forces libanaises, Jumlat, Hezbollah, Aman, etc. Et casser la gauche. Et les forces dites laïques, etc. Donc il y a une collaboration à ce niveau-là. La question de légitimité de l'État libanais. Je parle de la construction de l'État et surtout je me base sur les analyses que je trouve toujours jusqu'à aujourd'hui très bonnes, justement de Mehdi Hamel là-dessus. Et comment Hezbollah n'a pas intérêt de faire un coup d'État au Liban. N'a pas intérêt. Et il y a eu une intégration progressive du Hezbollah dans les secteurs étatiques. C'est vrai ce que vous dites sur ce que tu dis. Sur le début des années 90, il y avait un partage des tâches. Amal, c'était clientélisme à travers l'État. Hezbollah, c'était plutôt les organisations de charité. Ça a commencé à changer depuis 2005. Par exemple, on m'expliquait dans le ministère de l'Agriculture, c'était, lorsque était sous les mains du Hezbollah, collaboration simplement à des organisations de type Jihad el-Bina, qui est l'organisation de construction du Hezbollah, ou bien des syndicats du Hezbollah. On faisait rentrer un certain nombre d'employés au sein du ministère de l'Agriculture, membres du Hezbollah, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui ils ont pris le ministère de la Santé, qui est le 3e ou 4e plus gros portefeuille régalien au Liban. C'est pas pour rien tout ça. Et d'ailleurs, Hassan Nasrallah, dans son dernier discours il y a 2 jours, a remercié tout le reste de l'élite politique libanaise pour s'être opposé en partie aux déclarations de Trump sur Hezbollah, sur le Golfe. Ils n'ont pas intérêt à Hezbollah. Et c'est pour ça que je dis, et l'analyse de Mehdi Hamel disait quoi dans les années 80 ? Que la bourgeoisie islamique qui était opposée en partie aux fractions maronite du parti, n'était pas contre le système, mais ils voulaient une partie du gâteau. Et c'est ça aujourd'hui Hezbollah. C'est ça, ils veulent une partie. Ils ont intérêt de mettre... Ils ne peuvent pas gérer tout le Liban. Et ça, c'est clair. Ils ne veulent pas rentrer en guerre civile. Au sein total. Et c'est pour ça aussi qu'ils maintiennent jusqu'à aujourd'hui des relations avec Amal. Amal, d'ailleurs, va avoir des gros problèmes quand Ami Berri va décéder. Parce qu'il va y avoir une succession qui va être très compliquée. Mais, et sachant que Hezbollah ne veut pas rentrer dans une guerre inter-chiite à la base, même s'il est beaucoup plus puissant. Il est beaucoup plus puissant. De la même manière qu'il y a des contradictions avec le courant patriotique libre, mais il va maintenir ces relations. Mais il y a une alliance objective entre ces différentes fractions de la bourgeoisie libanaise. Et au contraire, dans le livre, je parle de l'analyse de l'État. Je parle de l'analyse de l'État, et c'est vrai en partie, mais c'est... je l'explique, je parle comment il est né, comment il s'est développé, et des différentes fractions de la bourgeoisie. Donc il n'y a pas de... Et sur la question de la gauche, je n'ai pas non plus de désaccord. Alors moi aussi, j'ai un certain nombre d'analyses de camarades de la gauche radicale libanaise. Encore une fois, ce n'est pas pour moi la question qui se pose véritablement. Le Hezbollah a besoin de cet État tel qu'il est, de cet État confessionnel, comme le reste de l'élite politique libanaise confessionnelle. C'est intrinsèquement lié, confessionnalisme et pouvoir de domination de classe. C'est un moyen fantastique pour ces élites de se défendre. Et le Hezbollah a gagné de plus en plus de force et veut maintenir ça. En même temps, ils veulent maintenir un État faible au niveau social et avec une certaine force de répression quand il s'agit des mouvements sociaux. Et vraiment, les différents exemples que j'ai montrés des mouvements populaires, des organisations syndicales, etc., comment ils les ont cassés, le démontrent en partie. Donc il n'y a pas des grosses contradictions, il y a une partie... Et quand vous parlez de légitimité de l'État, cette légitimité a été remise en cause depuis longtemps en partie. Pas simplement depuis 82. C'était toute la question en partie des forces du mouvement national, c'était changer la nature de cet État. Et que malheureusement, en partie, voilà, les défaites successives ont mis fin à cette volonté de changement de la nature de cet État, que ce soit sur la nature laïque, sa nature sociale, etc., sa force de défense de la résistance palestinienne, et le reste. Mais c'est à discuter, il n'y a pas de désaccord de fond. Merci beaucoup. Merci à vous. Encore 3. Bonsoir. Je voudrais juste revenir sur la question qui a été posée par notre ami ici par rapport à l'appartenance, à l'histoire de l'État-nation et à la libéralité du parti qui représente, qui prétend représenter les chiites au Liban.
Quand on a, enfin, je ne sais pas ce que c'est d'être libanais, est-ce qu'il suffit d'avoir des papiers d'identité libanaise pour être libanais, ou est-ce qu'il faut avoir comme force politique un projet pour son pays, qui est le Liban? Quand on a le chef d'un mouvement aussi important, aussi étendu, comme le Hezbollah au Liban, qui dit « Je suis fier d'appartenir au parti de Wilayat al-Faqih », est-ce qu'on est là dans un projet libanais? Et ça, c'est une question. Donc, bon, ce n'est pas une histoire de dire qu'ils sont des agents, mais ils se prétendent, ils le disent, ils le revendiquent. Donc, c'est une histoire enfin, ils sont tous libanais, ils ont les termes, mais leur projet, c'est de rendre le Liban un gouvernorat iranien, tout simplement. Iranien, chiite, pas tout simplement iranien. Merci. Non. Un microphone. Allez-y. Est-ce que finalement, à travers ton étude sur la Hezbollah et le démantèlement d'une certaine façon de l'idée même d'un État, est-ce que finalement le Liban ne serait pas un exemple assez extrême que, d'une certaine façon, une solution nationale à cette situation politique n'est pas possible? Est-ce que c'est ça, ou est-ce que la reconstruction d'une politique, on va dire, progressiste, qui puisse bénéficier à tout le monde, et du coup en définir les contours, est-ce qu'elle passe par un renforcement d'un État commun, ou est-ce qu'elle passe par, ou alors est-ce que le Liban ne représente pas plutôt le fait qu'il y a une limite à vouloir chercher une solution nationale à une situation politique qui dépasse ce cas? Et c'est... Oui, madame. Oui. Il y a deux questions qui sont très importantes pour moi. Je voudrais savoir que vous me donniez des détails sur quel a été le rôle du Hezbollah par rapport au mouvement qui est très important pour moi et le plus important stratégiquement, la question de l'environnement. Il y a eu le mouvement Beyrouth Madinati, il y a eu surtout le mouvement et qui s'est éteint. Et ça, il m'importe beaucoup de savoir quelle est la position du Hezbollah par rapport à la question de l'environnement, parce que j'étais sidérée en revenant au Liban après 20 ans d'absence, de découvrir que je ne peux pas nager dans la mer de mon pays. C'est incroyable dans un pays touristique, enfin. Dans un pays touristique, la mer a été assassinée. Bon, ça c'est un. Et par rapport aussi à la question de la femme, qui est quand même la moitié de la société, j'étais assez sidérée de voir qu'il y a des Libanaises maintenant en habit militaire, mais je sais qu'il y a une islamisation progressive et je voudrais savoir quelle est la position, des détails sur la position du Hezbollah par rapport aux droits des femmes. Merci. Bon, merci. On répond, et puis on arrête et on va boire un verre au fond. Et ceux qui veulent acheter le livre de Gilbert peuvent l'acheter au fond. Et se ferait de Gilbert, de Joseph et Souda, et il se ferait un plaisir de vous le signer. Attendez, avant qu'ils me répondent, je sais parce qu'après on va se lever tous. Le 28 avril est un dimanche, il n'y aura pas de dimanche de Souleh Harir ici, dans cette salle, qui est occupée par d'autres gens, par une autre réunion. Mais notre dimanche est maintenu, donc faites attention à l'adresse qu'on va ajouter en bas de l'invitation. Ce sera ailleurs, dans une autre salle, mais le dimanche est maintenu. La question. Ok. Sur la question écologie, Hezbollah n'a pas développé un discours très important et c'est
opposé au mouvement dont vous avez cité, le mouvement Hedcom, le mouvement Tupu, et il a en partie dit on ne sait pas qui sont ses leaders, ils sont en partie financés. Comme tous les partis politiques. Exactement, voilà. Pour faire Il court. s'est opposé à eux. Bien sûr. Et dans le cas de Beilout Madinati aussi. Beilout Madinati s'est aussi opposé, de manière très claire, parce que, encore une fois, c'est des mouvements non confessionnels qui remettent en cause le régime confessionnel dans son entièreté. Et Hezbollah n'a pas intérêt de voir ces mouvements continuer. Sur la question des femmes, il est opposé à la question des droits des femmes, tout simplement. Il y a d'ailleurs c'est simple que ça, ils sont opposés, il a une vision réactionnaire. L'année dernière, Naïm Qassem, le numéro 2 de Hezbollah, disait on ne pourrait pas imaginer une femme enseignante divorcée donner des cours à nos enfants, quelle image on donnerait de notre société. Il s'est opposé en premier lieu à la criminalisation du viol conjugal, etc. À la criminalisation Du viol conjugal. Du viol conjugal. Etc. Donc là, il n'y a aucune. Et puis il y a une vision, toute personne. Nasrallah en personne. Oui, tout, Nasrallah et tout le monde, sans exception. Sans exception. Et ils ont une vision, et ça c'est en partie qui a été, c'est ce que j'appelle de l'orientalisme inversé, repris également ici parfois, c'est de dire toute personne qui se revendique féministe, un produit de l'étranger, toutes les femmes qui ne portent pas le voile sont occidentalisées, etc. Alors que la position, ça doit être toute femme a le droit de choisir ou pas. Voilà, je dis ça parce qu'on est en France. Donc, voilà. Bon, ça c'est... Voilà pour vos réponses. Sur la question de l'appartenance au Liban, écoutez, Hezbollah, c'est un mouvement fondamentaliste islamique chiite libanais qui a des orientations politiques dans l'axe régional iranien, qui défend les intérêts politiques du régime iranien en grande partie. Quand on dit ça, encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un parti libanais. Parce qu'on peut dire la même chose sur le projet politique de Hariri au début des années 90. Absolument la même chose, que vous le vouliez ou pas. Il défendait les intérêts de qui? Des investisseurs étrangers en grande partie, issus des monarchies du Golfe. Et moi je suis opposé, j'ai été opposé aux forces libanaises, etc. Mais il défendait aussi à un moment donné les intérêts israéliens, etc. Mais ça n'en fait pas moins des Libanais, que vous le vouliez ou pas. Tout simplement, c'est des orientations politiques qui sont différentes, pour lesquelles je suis complètement opposé. Hezbollah, je suis complètement opposé. Mais si vous allez les attaquer, moi, mon but, honnêtement, à ma petite échelle, c'est de s'opposer au Hezbollah, créer une alternative. Mais si vous allez vers les gens du Hezbollah en disant « Mais toi, tu défends, finalement, tu n'es pas un vrai Libanais, tu es un Iranien, etc. » Vous n'allez pas les convaincre, ces gens. Je le dis honnêtement. Honnêtement, c'est un discours qui porte pas de dire que oui, on est le parti du Wali Fakir. C'est la même accusation qui est faite aux gens du courant du futur. Vous êtes le parti des Saouds, un peu moins maintenant, vu ce qui s'est pris en 2018, mais bon, un peu moins, mais voilà. C'est ça, c'est important pour moi de faire comprendre ça. Et c'était un des buts du livre. C'est pas tomber dans une attaque du Hezbollah qui est caricaturale, parce que ça n'aide pas à s'opposer à ce parti, et de la même manière de ne pas tomber dans cet orientalisme inversé, vision romantique du Hezbollah, etc. Donc je m'oppose aux deux tout en étant opposé fondamentalement au Hezbollah de tous les côtés. Et ça, sur la question de l'État-nation, moi je ne vais pas être un défenseur de l'État-nation, Fallou a mentionné Gilbert, voilà. Disons, j'ai une orientation politique, je crois avoir un peu montré qu'il n'est pas un défenseur des États-nations, loin de là. Je pense que oui, une des perspectives, c'est d'avoir une perspective internationaliste, que l'intérêt et le destin des Libanais et des Libanaises, comme ceux des Syriens et des Syriennes, est lié aux évolutions régionales. Aux évolutions régionales et des destins communs des peuples de la région, et qu'on ne pourra pas avoir une libération de toutes ces classes populaires sans la libération de toutes et tous. Et c'est pour ça que c'est très important la continuité de soulèvement, malgré la répression, etc. Parce que cet espoir qui a été créé, cette mémoire qui a été créée depuis 2011 ne va pas disparaître. Alors, on parlait, moi je parlais de la Syrie, mais par exemple toute l'expérience politique de militants et militantes des années 70 et 80 en Syrie est quelque chose qui a peu été gardé, malheureusement.
que sauf si on connaît un certain nombre de gens. La force aujourd'hui des générations futures, cette mémoire qui est présente. Les gens pourront construire un avenir sur des expériences qu'ils ont connues par rapport à toute l'histoire qui a été construite. Il y a le livre de Sana, Yazji, mais il y a d'autres, il y a des écritures, il y a des livres de Faro, il y a les autres, il y a tout, il y a une production qui a été, tout ce que les expériences à la base du mouvement populaire syrien ne va pas disparaître. Ce qui, malheureusement, en grande partie, quand on parle avec des anciens militants et militants des années 70-80 en Syrie, les grèves qu'ils ont connues, et peu connues, même des nouvelles générations syriennes, des militants et militantes, etc. Et ça va être la même chose pour le Liban. Pour toutes les jeunesses de la région, construire sur ces expériences pour créer des véritables alternatives qui ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. Parce que ça, c'est la fin, ça c'est clair. C'est ce que je dirais. Et oui, ça peut pas, aucune solution peut être trouvée, bon ça c'est un truc, on va dire bien sûr, dans les frontières de l'État national, d'où le Gilbert entre guillemets, mais voilà, c'est un aspect qui doit être, comme on disait, et vraiment je le pense honnêtement, la libération de la Palestine passe par la libération de toutes les capitales de la région, et ça c'est la même chose, on pourra défaire le Hezbollah par la libération des différentes classes populaires de la région dans un, espérons-le, projet alternatif, vraiment inclusif, mais qu'il faut construire, que c'est très très difficile, mais il y a les bases d'expérience de plus en plus qui ont été accumulées. Merci beaucoup. Joseph. Ceux qui veulent le livre, il est en vente. Attention. Hop. Le faire signer. Bonjour madame. كيف الاحوال؟ كيفك بخير ان شاء الله؟ ان شاء الله قريت شوي. ايه قريت؟ بالله عليك اعطينا رايك فيه، انا بهمني كثير. إيه بس لا بدي يكون معي بايدي حتى احكي معك فيه، مرة جاية، مرة جاية. ممكن تحكي فيه كمان تحطه على الفيسبوك. ايه هلا انا بشوفه المرة الجاية. ايه المرة الجاية بأول شهر الشهر ان شاء الله، مثل ما قلت لك ما بيكون هون بيكون بمحل ثاني على الاغلب لانه هون مقروض. خلاص شكرا.